Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live d'assurance en coulisses. Aujourd'hui, on va parler de qualité des données. Alors, pourquoi la qualité des données est aujourd'hui un enjeu majeur pour les assureurs? On voit qu'aujourd'hui, maintenant, la donnée est devenue l'un des actifs les plus stratégiques pour les assureurs. Sa qualité conditionne non seulement la conformité réglementaire, mais aussi la performance, la confiance des clients et la capacité aussi à innover. Explorons ensemble quelques pistes de réflexion pour mieux comprendre pourquoi la qualité des données est aujourd'hui donc l'enjeu majeur pour notre secteur. Et pour échanger à ce sujet, j'accueille Pierre Lafitte, dossier des pôles SI et conseil aux organismes d'assurance au sein du cabinet Émergence. Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi également Jonathan, podcasteur dans Business Partner. Et je crois qu'à peu près plus de 14 ans sur des fonctions finance et de contrôle de gestion. Donc vraiment content à tous les deux de vous avoir aujourd'hui dans ce live. Comment Merci, ça va? bonjour. Merci Antoine. Bonjour Ah Jonathan. merci. Je suis ravi, je suis pas du tout, dans l'assurance, hein, moi, pour le coup, mais ravi quand même de parler de qualité de données parce que, je trouve que c'est important, en Tu tout vas cas. nous Puis apporter des c'est aussi mon projet entrepreneurial. On en reparlera en plus pendant le live, puis après ça va pouvoir aussi d'avoir un peu des insights d'autres secteurs qui, je pense, concourent vraiment aussi, avec l'assurance. Pour commencer, Pierre, est-ce que tu pourrais, présenter? Pierre Lafitte, donc comme tu l'as dit, je suis associé au sein du cabinet, Émergence, donc sur la partie conseil et système d'information. Donc, j'effectue des missions, de transformation, numérique, sur des projets informatiques, donc en assurance et à côté de ça, je fais également pas mal d'audits informatiques et en fait, j'ai un passé où j'ai travaillé à la fois en conseil et également en organisme d'assurance. J'ai la double casquette. Et toi, Jonathan? Alors moi, j'ai un parcours, assez classique pour un financier. J'ai fait du controlling chez Valeo, j'ai fait de l'audit chez EY. Après je suis retourné chez Valeo où j'ai fait de la BI et c'est là où j'ai commencé à mettre un peu le pied dans la data et après j'ai fait, l'intégration conso de Zodiac dans Safran. Je suis passé côté Safran et après j'ai fait pas mal de data parce que j'étais responsable MOA finance, donc je m'occupais, de la partie système intégration système finance, que ce soit ERP, EPM, BI, du coup je m'occupais un peu de tout et puis après j'étais aussi, responsable du contrôle de gestion, division et site, chez Safran et maintenant, je suis entrepreneur et je tente ma chance en montant justement un outil de contrôle de qualité de données. Tu as eu des années riches, dans la Ça va, on se dans débrouille dans bien. la donnée. On Ouais, après s'amuse. j'ai fait pas mal de données, mais de toute façon, en soi, le milieu financier, les contrôleurs de gestion, les comptables, tout le monde gère de la donnée, hein. Ça reste la base de notre métier. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai et avant de commencer, de parler vraiment du sujet, j'ai une petite question signature du podcast. Mais si votre métier était un sport, quel serait-il? Alors, je crois qu'on aura la même réponse avec Jonathan. Moi, je dirais le basket, justement, parce que je l'ai pratiqué pendant 5 ans et pour toutes les vertus que ça a derrière, donc l'aspect collectif, l'importance de la lecture du jeu, l'importance de la data également qu'il y a derrière. Donc voilà, gros féru de basket et gros passionné de NBA, de tout le basket français également. On se connaît bien avec Pierre, donc ouais, moi c'est pareil, c'est le basket. Puis pareil, tu as beaucoup de data, en fait, dans le sport, notamment dans le basket. C'est-à-dire que c'est pas un sport où, tu vas te dire, il y a du feeling. En fait, il y a du feeling parce que bon, il y a le talent, mais le talent, il sert à rien sans la data. Tu vas faire du scouting, tu vas vérifier, voir comment la personne elle joue, voir les placements, voir les positionnements, les stats de shoot et cetera et ouais, ça c'est un métier de data. Tu as aussi un manager de basket, c'est un métier de data. Moi, j'avoue que je suis pas trop la NBA, mais j'ai découvert au rugby, pareil, que tu avais beaucoup de data. Et j'étais assez Énormément. choqué d'ailleurs. J'étais pas du tout j'avais lu un article là-dessus. Je ne pensais pas en fait tu avais, autant de données analysées sur le terrain pendant le jeu, en live quoi. Pas du tout au courant. Certaines équipes à NBA ont une dizaine d'analystes, pour, juste traiter de la data, en fait. Ouais, c'est pareil dans le foot aussi, hein. Ouais, c'est pareil dans le foot De toute aussi. façon, tu le vois, tous les joueurs, ils ont des capteurs, il y a plein de vérifications. Ça se Le trouve, sport et la vous data, avez vous, c'est la méthode sabermétrique qui a été mise par les Oakland A's et franchement, c'est bien. Il y a Moneyball, le film, je le conseille à tout le monde, il est vraiment bien. C'est OK, justement je sur vais la regarder. comment la data est venue parce qu'avant au recrutement au baseball, tu «Ouais, mais lui il a un gros bras, il est capable de lancer fort, les machins». En fait, les A's d'Oakland, ils perdaient tous leurs matchs. Ils ont dit: «Allez, on s'en fout, cette méthode de recrutement, on la passe. Maintenant, on prend un jeune qui fait de la statistique» et avec la statistique, ils ont réussi à aller en finale. Ils ont pas gagné, mais ils ont quand même réussi à aller en finale. Comme quoi l'analyse de la donnée est primordiale. Alors pour commencer, on va parler un peu de culture aussi de la donnée dans les organismes. Et surtout, en fait, comment réussir, en fait, à ancrer une véritable culture de la donnée dans les organisations d'assurance? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des exigences réglementaires à ce type auprès de la CPR et aussi de l'EIOPA. Alors, je ne sais pas si Pierre, tu pourrais un peu plus nous en parler sur comment mettre en place, par exemple, un dispositif, comment ancrer une culture sur tout le que pas seulement sur la comptabilité, tu vois, et contrôle gestion, mais vraiment globalement dans Bien les sûr. organismes d'assurance.
Ce qui est important, en fait, au niveau de la qualité des données, c'est au début, ça va être un projet et ensuite ça va être de l'entrer, en fait, dans sa culture d'entreprise et de l'avoir, en fait, comme un actif stratégique, en fait. La donnée, en fait, l'exigence de la CPR, ça va être, la compréhension des flux des S1 et S2, donc les flux de reporting, réglementaires pour Jonathan. L'idée, en fait, ça va être de se dire, ben, cette donnée, comment je la trace, comment je la comprends, comment elle chemine au sein de mon système d'information et en fait, souvent, ce qu'on observe, c'est que cette donnée, on va la cartographier une fois lors d'un projet et ensuite l'idée, c'est comment on la met à jour au quotidien. Donc ça va être de l'intégrer dans ces processus. Donc, par exemple, en mettant en place des organes pour parler de la qualité de données. Également, en intégrant la qualité de données au niveau des différents projets informatiques, la migration. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée en assurance, bah, c'est prépondérant parce que ça permet de calculer, par exemple, la tarification, d'avoir une meilleure compréhension de ses données clients, évidemment d'affiner les analyses financières derrière. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et du coup, c'est les points sur lesquels insiste la CPR, bah, c'est notamment, justement, la notion de dictionnaire de données, qui est justement l'outil, l'inventaire sur lequel, en fait, on va tracer sa donnée, en fait, qu'on va la dét on va donner ces différentes données qui alimentent son reporting. Ensuite, on va expliquer comment elle chemine dans son système d'information, quels sont les contrôles qu'on a mis en place par rapport à ça. Donc tout ça, c'est primordial évidemment et à côté de ça, ce qui est important, c'est à côté de ce dictionnaire de données, donc comme je l'ai dit, c'est de mettre en place un plan de contrôle associé et également pardon, de comment on la stocke. Donc on va falloir mettre en place ce qu'on appelle un répertoire de données, donc où les différents acteurs vont pouvoir stocker cette donnée. Ils vont avoir des droits différenciés selon leurs habilitations et cetera. Donc la data, c'est vraiment un enjeu stratégique en assurance. Voilà, à tous les niveaux, donc à la fois pour, évidemment pour satisfaire aux exigences de l'IOPA, mais également pour une meilleure compréhension de ces données en amont et un pilotage de sa structure. Et là, en live, il y a une petite question, data catalogue, c'est le dictionnaire de données. Ça vous parle Ouais, ça? Ouais? ouais, bien sûr. Tu plein d'outils qui font du data catalogue. Ouais. Et toi, Jonathan, par rapport à ça, ton expertise dans d'autres industries et même dans la data catalogue? Moi, je pense que vous avez déjà un avantage, c'est que vous avez une obligation réglementaire au niveau data, pour les assureurs, les banques et tout ratio, solvency and co. Ça, c'est quand même un avantage énorme parce que ça oblige vos directions à aller dans ce sens-là. Mais pour moi, qui l'ai vécu en industriel et l'ai vu aussi dans d'autres clients, parce que quand tu es auditeur, quand même, tu vois beaucoup de monde. En fait, la direction est clé, parce que la data, on oublie, c'est un sujet d'humain. L'humain, là-dedans, c'est que si ta direction on a rien à faire de tes données, tu pourras mettre tous les contrôles qualité de données que tu as que tu veux, les gens, ils s'en foutront. Donc c'est un vrai problème et la problématique, elle est que la direction pousse. Tu vois, nous, chez Valeo, on avait le Speak with Data, c'est que Speak with Data, c'était un truc qui était partout et le Speak with Data, c'est-à-dire que même le RH, quand il présentait un truc, il s'était interdit d'aller à une réunion sans présenter avec un chiffre. Si tu présentes pas avec un chiffre, tu sortais de la réunion. C'est-à-dire c'est une vraie imposition on vient avec des données, avec de la fiabilité. C'est comme ça aussi que la culture s'incrémente. C'est-à-dire qu'après, par exemple, chez Valeo, tout le monde allait au comité mensuel, et quand je dis tout le monde, c'est le directeur R&D, le directeur financier, le directeur RH, etc., le directeur de la... Et en fait, tout le monde se prenait des questions sur des indicateurs. Et c'est cette culture de données qui fait que ça avance. Et et cette culture de données impose la qualité. Tu peux pas remonter n'importe quoi. Alors que si t'as pas cette culture de la donnée et que tu considères que c'est juste un tableau de bord de temps en temps à présenter, forcément c'est un peu plus compliqué et en général c'est comme ça qu'on creuse son trou. C'est ça doit pas rester qu'un tableau de bord comme tu le dis, ça doit permettre du pilotage, au quotidien et du coup être intégré notamment aux directions en amont. Parce qu'en fait, les directions qui sont les plus intégrées sur la donnée évidemment, ça va être les directions actuarielles et les directions financières, voire la DSI en assurance. Mais l'idée aussi, c'est que la donnée en fait, elle vient en amont, donc elle va venir des fournisseurs externes, elle va venir des données de gestion et ces interlocuteurs, l'idée c'est de les sensibiliser comme le disait Jonathan, par exemple, en mettant en place des sortes de fiches de rappel sur la qualité de données, en en nommant des référents à l'intérieur de ces directions et cetera. Et par rapport à ça, Pierre, dans l'assurance, tu as déjà rencontré, chez des assureurs le même dispositif que présentait, Jonathan? C'est de se dire, faut toujours avoir des chiffres, enfin en tout cas chiffrés ou autres, dans des réunions ou un point de vue fort, assez dans des comités,
comité, je dirais, de J'ai données? pas forcément vu ça, mais ce que j'ai observé, c'est notamment la mise en place de référents, comme je disais, qualité de données à l'intérieur de chaque structure. Donc qui va être le garant, en fait, de la donnée de la structure et qui va communiquer, en fait, avec le responsable QDD en global, en fait. Et l'idée aussi, c'est que la QDD, en fait, en assurance, c'est souvent vu uniquement comme un projet, mais l'idée, c'est que ça doit évoluer, notamment en cas de changement d'outils comptables, de changement d'outils de gestion, il va falloir la faire évoluer. Également, quand on a un nouveau partenariat avec un assureur qui se crée ou un nouveau délégataire qui apparaît, voilà, c'est comment on la fait évoluer et en fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer la qualité de données à tous les niveaux. Et je crois qu'à ce sujet, la CPR avait aussi réalisé une enquête en février 2025. Par rapport aux points essentiels à retenir de cette enquête, c'était principalement lié à quoi aussi? Je pense qu'il y avait principalement mettre en place un dispositif QDD, comme tu dis là, des Justement, comités c'était de mettre en d'exécutif. place un dispositif de qualité de données, c'est ce que j'évoquais, également l'intégrer en fait au niveau des instances stratégiques. Que la CPR observait en fait, c'est qu'il y avait des organes QDD qui existaient en fait au sein des structures assurances, mais souvent le responsable QDD n'était pas forcément impliqués au niveau des comités des risques, des conseils d'administration, des comités exécutifs. Un autre point qui était prépondérant également que souligne la CPR, c'est l'importance des données externes. C'est comment on fiabilise ces données externes, notamment les données qu'on reçoit ça peut être de filiales à l'intérieur de son groupe, de courtiers délégataires, comment on va fiabiliser des données. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des contrôles qui sont réalisés au premier niveau. Alors, ce qu'on peut juste préciser, c'est que c'est une enquête déclarative hein, auprès d'un certain nombre d'organismes d'assurance. Donc, ce que les organismes précisaient, c'est qu'ils avaient souvent des contrôles de premier niveau qui étaient souvent réalisés de manière manuelle. Mais c'est comment on challenge également cette donnée. Est-ce qu'on effectue des contrôles de cohérence, contrôle d'exhaustivité? Est-ce qu'on arrive à la rapprocher avec une autre source de données, etc. Et ensuite, un autre point également très important et que soulignait l'enquête, c'est justement la mise en place de ce répertoire de données. Ce qu'observait l'enquête, c'est qu'il globalement, c'était une notion qui était comprise par les assureurs, mais à l'intérieur, on n'a pas forcément tout type de données. Classiquement, on va y retrouver des données de l'actuariat, mais est-ce qu'on a des données de la gestion à l'intérieur? Est-ce qu'on va retrouver toutes les données comptables, les données financières? Pour rappel, l'objectif de la CPR derrière, c'est de comprendre les données qui alimentent les flux S1 et S2 qui alimentent ensuite les reportings trimestriels et annuels. Et pour toi, Jonathan, tu as quand même eu, bon, plusieurs, expériences, en fonction contrôle de G et puis, bon, dans d'autres, industries. Tu disais qu'avoir une bonne qualité de données, c'était vraiment un enjeu stratégique pour les organisations. Est-ce que tu as une anecdote un peu à nous partager d'une expérience à ce sujet, au cours de ton expérience? C'est le lancement de ma boîte. En réalité, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que, moi, je suis arrivé, donc dans l'intégration de Zodiac chez Safran. Après j'ai pris la responsabilité moi finance. Dans la responsabilité moi finance, on m'avait donné une target que les gens vont comprendre, c'était de clôturer de J8 à J4 en 1 an. Et pour clôturer de J8 à J4, bah, en fait, quand c'est un rachat, tu as des synergies de coûts, donc je peux vous laisser imaginer qu'on vous laisse pas investir et tu vas pas augmenter les people, parce que c'est pas non plus dans la synergie de coûts. Donc quoi qu'il en soit, ce qui reste, c'est l'informatique. Et en fait, la problématique que j'ai eue, c'était d'abord de revoir le process, initialement, c'est de revoir quel est le problème, pourquoi les gens n'arrivent pas à remonter, en fait, leurs données. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui est, bah, en fait, le traitement manuel de la donnée, et ce qui est un truc très classique. C'est-à-dire que tout le monde prend ses données, les met dans un fichier Excel, les retransforme, cachent la misère. En fait, la problématique a été là, c'est que surtout les gens cachent la misère, finissent par envoyer et te disent: «Non, mais de toute façon, moi, mon reporting, il est dans les temps, il y a aucun problème». En fait, la problématique, elle est pas là. La problématique, elle est de corriger sa donnée en amont et en fait, de fiabiliser sa donnée d'ERP. Elle est pas de fiabiliser sa donnée de l'EPM, de conso ou de l'outil de BI, peu importe. Et du coup, moi, je suis parti de ça. C'est comme ça qu'on a monté une logique de master data. Ça va un peu avec de data cataloging, hein, c'est pareil. Tu as plein d'outils de master data dans lesquels nous, la stratégie, ça a été, parce qu'on avait 22 entités et 15 ERP différents, ça a été de remapper tout le monde, de remettre tout le monde dans le bon ordre, après de les connecter, en fait, à un outil où on a fait plein de contrôles de rapports de qualité pour leur dire au fur et à mesure, bah, ça, c'est pas bon, ça va pas dans la règle de gestion, et cetera. Et en fait, grâce à ça, ils corrigeaient au fur et à mesure et pas en subissant à la clôture. Et en fait, au fur et à mesure, on a réussi à leur faire augmenter leur qualité de données et on avait fait des calculs approximatifs de 68 à peu près de qualité de données à 95 en 9 mois. Et à 95, on peut estimer que notre clôture, elle est fiable. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à faire avancer et bah, c'est l'objet, hein, de Control Tower, l'outil qu'on est en train de monter, et de placer l'interface entre nous, un ERP, un outil Excel, peu importe ce que vous avez en amont,
Et après, ce que vous avez en aval de la conso, de l'EPM, de la BI, c'est de prendre la donnée, la contrôler, vous permettre de mettre vos contrôles métiers à l'intérieur et après l'envoyer. Parce qu'en fait, la problématique, c'est jamais le reporting. Elle est pas là. La problématique, elle est en amont. C'est ce que je disais, hein, au début, c'est un sujet humain et l'humain fait des erreurs et c'est normal. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un fichier, j'imagine en assurance qui doit avoir énormément de données, vous êtes un fichier à 400 000 lignes, bah, si vous avez fait 0 erreur là-dessus, vous êtes un héros. Nous, on a fait de l'audit. Quand on fait de l'audit, c'est facile de revenir après coup et de dire: «Ah bah, elle a fait une erreur sur ci, elle a fait une erreur sur ça». Mais c'est parce que quand tu as la tête dedans, c'est compliqué, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis, hein. Je sais pas si tu veux, rajouter aussi un point, Pierre? Ouais, ce qu'on peut ajouter là-dessus, justement, c'est ce qu'évoquait, Jonathan, c'est sur la notion de référentiel, justement. C'est l'importance d'avoir des référentiels communs. Par exemple, un nom de produit qui est différent entre une donnée actuarielle et une donnée comptable. Combien de fois j'ai observé qu'on avait un produit qui avait tel nom, quel nom dans telle direction, quel autre nom dans telle direction, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a rarement ce référentiel commun qui circule, et du coup, par exemple, on va se retrouver avec j'avais eu des exemples, moi, où j'avais des produits, par exemple, où au niveau de l'actuariat, ce produit était bien géré, mais il redescendait pas en compta, et ils s'en étaient pas rendu compte, en fait, parce qu'il y avait des problèmes de référentiel sur ce produit-là, ouais. Mais après tu peux pas en vouloir aux gens sur les référentiels. Il y a, la Ouais, vie c'est de ça, l'entreprise. Tu as racheté c'est peut-être ça. une boîte, la boîte elle avait pas les mêmes codes, tu vas pas lui Exactement, changer son ERP, lui refaire taper tous les trucs. exactement. Tu vas pas changer tous tes ordres d'achat et cetera. Enfin, tu vois? Il y a une vie dans l'entreprise et en fait la problématique, c'est d'avoir un référentiel commun, ce que je disais, un outil de master data. Je peux t'en citer, master data, data catalogue, des data galaxy, des cmarchi. T'en as plein des outils, vous pouvez vous renseigner. L'important, là-dedans, c'est, bah, ce que tu disais, les gens qui font de la QDD, on appelle ça les master data managers. Les master data, c'est quelqu'un qui est capable de, un, établir les règles, deux, arrêter de créer n'importe quel code pour n'importe quoi. C'est-à-dire que, on a tous vu Mmh. des comptables qui vont te créer un compte comptable pour une écriture à 200 balles. C'est du délire et en fait, c'est comme ça qu'on multiplie les plans de compte et qu'en fait, on finit par se perdre, en réalité et en fait, juste centraliser, déjà, commencer à avoir une logique de master data avec justement des mappings pour réussir à faire rentrer les données. Nous, c'est comme ça qu'on bosse en tout cas. Tu fais rentrer les ronds dans les carrés, hein, tout simplement et c'est en faisant rentrer les ronds dans les carrés que les gens arrivent à vivre. Par contre, alors le ERP unique, moi j'y crois pas, il y en a pas beaucoup qui l'ont en réalité, il y en a très, très peu. Donc arrêtez de fantasmer d'avoir un ERP unique, ça coûte beaucoup trop cher de toute façon. Mais par contre, avoir des master data uniques et alignés, ça ne coûte pas une super cher et c'est possible en fait. Mmh. Et Ouais, aussi, derrière, tu as le master petit point data, elle d'attention, alimente. aussi, et arrêtez de vouloir mettre toutes les données pour vous rassurer. Ça, c'est un problème. C'est que nous, on a pris une logique qui sera peut-être à contre-courant, on sait pas, on vient de se lancer, hein. Mais on se limite à la donnée qui est remontée. Je rajoute, tel champ, plus tel champ, plus tel champ pour me rassurer dans la base de données. Au final, je fais ramer tous les outils et j'arrive même plus à maintenir mon master data parce que j'en ai beaucoup trop. C'est une erreur assez commune, en fait. OK, toi tu Non, penses mais qu'il faut, ça, tu remontes à un point fondamental là-dessus, Jonathan, justement, le côté, master data, et qu'est-ce qu'on garde comme données dans sa master data, justement. C'est super important, justement, de seulement garder la donnée qui va alimenter et qui est fiable aussi. Donc il y a l'importance de la fiabilité, parce qu'on va intégrer cette colonne, qui va faire exploser ta base de données, alors qu'on sait tous qu'en termes de fiabilité, elle est très mal alimentée. On a fait des contrôles là-dessus, on s'est rendu compte qu'en termes de cohérence de données, on a des valeurs atypiques ou des valeurs incohérentes, voilà. et par rapport à ça, je rebondis aussi sur, ce que disait, l'ACPR quand j'avais mis en place les dictionnaires de données où enfin, ils voulaient qu'on mette, dans le bah, tu dis le master data ou autre, en fait, les référentiels avec les données les plus critiques dans le calcul de ton BE, tu vois, par exemple, ou ta Solva, et souvent, tu avais cette envie-là, comme tu dis, Jonathan, de rajouter d'autres données qui étaient pas dans le scope, mais de se dire: «Bah, ça sera un plus, si on est audité, ça fera peut-être quelque chose de bien d'avoir plus de données à l'intérieur, ça montrera qu'on est un peu plus, gapé», tu vois? En mode, on est là et on a plus de données à gérer, tu vois? Après, je comprends, hein, il y a on va en profiter, il y a peut-être pas de DSI, j'espère, sinon ils vont pas m'aimer. Mais en fait, souvent, on a peur, par exemple, quand on fait des interfaces. Nous, c'est pour ça, nous, l'idée, c'est de faire des interfaces à la main du métier et pas à la main de la DSI. Pourquoi? Parce que tu vas faire une interface avec ta DSI, tu sais très bien que quand tu vas vouloir la rebouger, ça va mettre 6 mois, 7 mois, un projet, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Donc du coup, tu te dis: «Eh, maintenant, je mets tout, comme ça, on m'embête pas et après je vais pas avoir de problème». Et en fait, la problématique, c'est qu'en faisant ça, on se crée des problèmes plus tard. On s'en rend pas compte, on s'en rend compte après à l'utilisation. Notamment le fait que, tu vas faire une requête sur ton outil de BI et qu'elle va tourner pendant 5 minutes, 10 minutes, elle va cracher et tu vas te dire: «Ah, je comprends pas». En fait, si, tu vas vite comprendre. Le truc, c'est que faut pas avoir peur de se limiter pour évoluer, mais à partir du moment aussi, je comprends, où si la DSI, elle est libre aussi de t'aider et d'aller vite. Parce que, ben, bouger une interface, si c'est un projet de 6 mois, c'est pénible. On parlait de la du répertoire de données, des attentes de la l'ACPR également.
Moi, j'avais une question qui portait aussi sur la cartographie des risques, qui était liée aussi à ton dictionnaire de données. Par rapport à ça, Pierre, qu'est-ce que tu peux, nous dire? La cartographie des risques, en fait, c'est un outil de pilotage justement, parce que ça va permettre justement de déterminer quelles sont les données que tu vas intégrer au niveau de ton dictionnaire de données. Donc pour rappel, ce qu'il faut intégrer, donc ça va être les données du bilan prudentiel, les placements, les provisions techniques, tout ce qui est calcul ratio solvabilité, donc SCR, MCR. Et du coup, l'idée, bah, ça va être de se dire, bah, à l'intérieur de ce dictionnaire de données, heu, qu'est-ce que je dois intégrer? Donc il faut que j'intègre la source de ma donnée, donc d'où elle vient. Quelle est ma profondeur d'historique sur cette donnée? Donc est-ce que j'ai 2 ans d'historique, 3 ans d'historique? À quelle fréquence cette donnée est-elle mise à jour? Est-ce qu'elle est mise à jour annuelle, trimestrielle, mensuelle, et cetera? Catégoriser cette donnée, est-ce que c'est une donnée de provision technique? Est-ce que c'est une donnée, de placement? Est-ce que c'est une donnée comptable? Également la définir et ensuite ce qui va être très important, c'est ce qu'on appelle le cheminement de la donnée. Donc c'est comprendre sa donnée finale qui alimente le reporting de la CPR, d'où elle vient en fait. Qu'est-ce qui l'alimente en amont? Donc est-ce que c'est une donnée qui vient de l'outil de gestion? Est-ce que c'est une donnée qui est reçue d'un fournisseur externe? Ce fournisseur externe, ben, moi, mon conseil par rapport à ça, c'est toujours sur des fournisseurs externes d'essayer de recevoir des extractions brutes et pas de demander à un format particulier parce que ce qui se passe, c'est qu'il va appliquer des référentiels. On sait pas trop ce qu'il applique. Enfin, voilà. Donc, faut essayer toujours de partir le plus en amont de la donnée brute. Voilà. Et c'est ça l'attente de la CPA autour de la cartographie et du dictionnaire de données. Et par rapport à ça, pour rebondir aussi, au niveau des outils, on en a parlé, tu parlais vite fait, Jonathan, mais je pense que c'est le moment d'en parler aussi un peu plus. Tu t'es vraiment lancé dans l'entrepreneuriat avec, ton outil. Là, j'aimerais un peu comprendre aussi tous les outils de QDD disponibles un peu sur la place, ce que toi aussi tu proposes et la vision que tu avais par rapport à ça, surtout le déclic que tu as eu, tu t'es dit: «Bah, en fait, il y a quelque chose à faire, là-dedans, quoi». En fait, pour la qualité de données, tu as souvent des outils qui sont très informatiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des, Dataiku Co, qui sont des super outils, hein, attention, c'est des outils, très bons. Par contre, on va pas se mentir, les financiers, on n'est pas des développeurs. Alors que moi, j'ai appris à faire du Python, du SQL, et cetera, mais c'est par la force des choses et de mon métier. Mais le contrôleur de gestion, la personne en assurance, je pense pas qu'elle soit capable d'aller faire du Python. Tu peux le faire avec de l'IA vite fait et t'amuser à sortir un truc, mais c'est à tes risques et périls parce que demain, quand ça part, c'est comme un Excel, tu sais pas comment ça va tourner. Le truc, en fait, c'est que dans cet environnement-là, il y a beaucoup d'outils. Tu as des outils très informatiques, donc qui vont te faire des contrôles de qualité de données assez classiques, le champ est vide, tu as des redondances, tu as des doublons, et cetera. Ça, c'est très classique. Après, c'est quelque chose qui est un peu segmenté, c'est-à-dire que tu vas avoir des outils de master data, tu as des outils de data cataloging qui, des fois, sont un peu liés aussi, mais qui vont pas vraiment faire de la qualité ou ils vont faire de la qualité informatique. Et moi, je suis parti du principe que la qualité, elle était pas informatique. La qualité, le problème, il est métier, il est pas informatique. C'est que toi, tu sais, j'en sais rien, que, ton assureur, eh ben, il met ce type de code. Ça, je peux te dire que l'informatique, il le saura jamais. Et ça, moi, c'est ça mon idée, et l'idée de notre projet, c'est prendre les règles du métier pour pouvoir les appliquer, en fait, à tes jeux de données qui sont importants. En fait. C'est comme ça que nous, on est parti de ce constat-là en se disant: «On va être un peu un hybride», donc c'est un peu bizarre et c'est un peu compliqué aussi à expliquer aux gens bah, on est à la fois du master data, on est aussi à la fois du contrôle de qualité, on est aussi des interfaces. C'est-à-dire qu'on prend une donnée, on la transforme, on la remet dans l'ordre. Mais en fait, en soi, ce qu'on fait, c'est les manipulations Excel que tout le monde fait. Donc Ouais. c'est de ce principe-là qu'on est parti, et aussi du principe que la problématique qu'on a, et on l'a tous vécu en tant que manager, quand tu as un contrôleur de gestion, il te fait tes contrôles dans un Excel en général, et quand il part, bah, tu sais plus ce qu'il contrôlait. Et comme il a démissionné, tu lui dis: «Ah, est-ce que tu peux me faire une procédure?» Bah, soit tu t'entends très bien avec lui et ça se passe bien, soit tu t'entends pas bien avec lui parce qu'il part pas pour rien. Et là, ça devient un problème et ta qualité de données a fini par s'effondrer. Donc c'est parti de ce constat-là qu'on a commencé à lancer l'outil. Puis bon, ça marche bien, on a un gros client, et on a déployé sur, 43 entités dans 23 pays. Ils ont gagné entre une demi-journée et une journée de clôture, et puis, bah, on est au Ah oui, début, quand hein. même. Donc on va essayer de faire mieux. Et du coup, tu disais, pas forcément développeur et cetera. Du coup, tu t'es entouré de devs aussi pour monter tout ça ou comment? Mon associé Daniel, c'est l'ancien lead dev de chez Talend, les ETL. Donc nous vraiment, notre métier, c'est de faire un ETL intelligent OK. et à la main du métier. C'est-à-dire que nous, notre objectif aussi là, c'est que l'informatique, elle est juste à nous dire oui, parce qu'en fait, on va pas se mentir, faire des interfaces, c'est pénible pour les DSI. C'est pas ça leur métier. Leur métier, c'est pas de vous interconnecter des systèmes, ça les saoule. Leur métier, c'est de faire de la stratégie système. Et du coup, c'est aussi une épine du pied. On part de ce principe-là, c'est que ça sera une épine du pied en moins
pour les DSI. Ça rapporte un peu plus de ils vont réussir à se porter sur leur centre d'intérêt que de Eux sur leur métier de DSI, Exactement. nous sur notre métier, parce que c'est-à-dire quand même, c'est à nous de gérer la qualité de données et de la monter et de remonter les reporting. Donc en fait, bon après on est naïf, on est au début, hein, donc pour l'instant pour nous on se dit que tout le monde est gagnant. Donc on verra après avec le temps si on a raison. et maintenant, est-ce qu'on pourrait aussi échanger sur les bonnes pratiques, Pierre, sur les bonnes pratiques, en tout cas de qualité des données, comment pouvoir les contrer? On en parlait, bon, bah, souvent des fichiers Excel, hein, même moi, hein, mes contrôles de de bilan que je fais depuis que je suis arrivé, c'est souvent sur des fichiers Excel, même si tu as des outils. À l'époque, j'utilisais, Charisme, je crois, mais je crois que c'est un surnom. On en a parlé en off, j'ai pas encore trouvé l'éditeur du truc, mais bon, ça Pas de permet de souci. renseigner, en fait, tes, données, mais qui portaient après sur un fichier Excel. Mais je sais pas, du coup, quelle bonne pratique tu pourrais nous donner, Pierre? Notamment sur les gens qui bossent dans l'assurance? Par rapport à l'assurance, ce qui est important justement, ça va être de mettre en place des contrôles de 1er niveau et de 2e niveau. Donc les contrôles de 1er niveau, donc ça va être des contrôles sur la donnée en tant que telle, ben, Jonathan en a parlé. Par exemple, des contrôles de cohérence, des contrôles de longueur de champ, de format, des choses comme ça. Donc ça, c'est des premiers contrôles de 1er niveau, donc c'est vraiment sur la donnée en tant que telle. Et ensuite, l'idée, ça va être de, bah, vérifier également si on a des valeurs atypiques. Et par contre, après, l'idée, donc ça, c'est le premier contrôle sur la donnée source, par exemple, son code CIC en assurance, sa lob GHR qui est renseigné dans son reporting prudentiel. Ensuite, ça va être de se dire derrière, bah, comment mon extraction que je vais recevoir de mon détail de mes primes, par exemple, qui est splittée par garantie, elle est cohérente. Par rapport à ça, ce qu'on va pouvoir vérifier, c'est déjà le split par garantie, vérifier les pourcentages de détails par garantie, vérifier alors ça peut donc ça passe par comprendre la règle métier en amont évidemment. Et un autre aspect, ça va être de faire des contrôles, ben, avec, le trimestre précédent, l'année précédente, des contrôles de cohérence. Après, le risque toujours par rapport à ça, sur ces contrôles de cohérence, bah, c'est surtout de vérifier, bah, si on n'a pas eu des nouveaux produits, comme je disais, une nouvelle garantie entre-temps, un produit un peu atypique, voilà. F Pas hésiter, par exemple, sur la partie moi, ce que j'aime bien, par exemple, sur des données de courtier qu'on va recevoir, par exemple, des bases de données, des primes, ça va être de vérifier base de données, ça va être de vérifier, par exemple, est-ce que pour chaque sinistre, on a bien un contrat actif en face dans la base de données? Est-ce que, par exemple, on a bien également ch pour chaque sinistre, on a bien eu des primes en face sur ce même contrat, des choses comme ça. Voilà, ça va être de croiser les différentes sources de données. Après, ce qu'il faut pas hésiter également, c'est qu'on a des nouveaux outils également qui existent par rapport à ça. On a notamment l'open data qui peut nous permettre de faire l'enrichissement sur certaines données. Je parle notamment sur des données des référentiels. On 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 peut également s'appuyer sur l'IA, mais bon, ça, c'est une question qui va arriver justement juste après. Ouais, c'est vrai que tu fais une bonne transition. Pour parler d'IA, moi, dans mon job, je n'utilise pas encore beaucoup l'IA dans l'établissement du bilan prudentiel. On en parle plutôt, en off, mais, sur d'autres sujets, mais pas dans de la prod pure. Par rapport, à ça, Ouais, l'aspect confidentiel Jonathan, évidemment. comment? Ouais? L'aspect confidentiel évidemment lié à l'IA. Ouais, c'est ça, en fait, il y a encore cet aspect-là. Par rapport à ça, du coup, Jonathan, est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'IA quand on parle de data? Mais moi, une fois, j'étais en salon et les gens disaient: «Maintenant, on peut plus parler et faire un webinaire, un live sans parler IA». Donc là, on y arrive. Là, ça c'est clair. De toute façon, c'est le sujet hype de tout le monde, hein, mais Ouais, alors moi, tu vois, je suis à contre-courant. Moi, je dis toujours aux gens: «Je fais pas d'IA, je fais de la data». C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pars d'un principe aussi très simple, hein. Parce que tout le monde dit IA, mais en fait, c'est du LLM, hein, grosso modo. Le LLM, c'est de la probabilité. Qui veut une probabilité de résultat ou une probabilité de position bilancielle dans ses comptes? Personne. On est des financiers, on a besoin d'un chiffre correct. On n'a pas besoin d'un chiffre qu'on imagine à un moment, mais si on requête une deuxième fois, il n'est pas au bon chiffre. Ça, c'est un problème. Sur le traitement de la donnée, ça y est pas encore, grosso modo, en plus. Non, Sinon, sur le on traitement, non. servira à rien, hein. Sinon, on serait pas là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir balancer tous tes mappings, avoir tous tes agents IA, machin, ce que tu veux. On en a fait plein des tests, hein, parce que bah, nous, notre rêve aussi, hein, je préférerais te vendre une IA et te dire tiens, j'ai plus rien à faire et vas-y, j'ai gagné du temps. C'est pas comme ça que ça marche. L'IA, c'est bien. L'IA, ça aide. Ça aide dans certains cas. Faut pas oublier que c'est du LLM et que c'est du wording principalement. C'est pas de la data et de la donnée. C'est vraiment juste du wording et de la probabilité. Et clairement, je pense que le on le voit, il y a eu des études, hein, qui ont prouvé, notamment du MIT, qu'il y a eu des paquets d'argent qui ont été dépensés, mais en fait, tant que la qualité de données n'est pas là, pourquoi tu vas t'amuser à faire de l'IA? Moi, la question que j'ai posée avant de me lancer, parce que bon,
on est des financiers, on est des stressés, donc j'ai interrogé beaucoup de monde. J'ai interrogé à peu près 200 DAF avant de me lancer, en leur posant une question très simple, et ça a été aussi le constat et le début de notre projet, c'est: pour toi, à combien de pourcents tu évalues ta qualité de données? OK? Il y a une partie qui m'a dit 90-95%, je suis correct. OK. Il y a une autre partie qui m'a dit entre 40 et 60%, franchement, Tu je vais descends. vraiment pas signer, j'en sais rien. Et à chaque fois, je leur posais la deuxième question, c'était: même mais maintenant, ton 90-95 ou ton 40-60, est-ce que tu me tamponnes? Personne m'a dit oui. Personne. Parce que, et c'est pour ça aussi, nous, l'idée après derrière avec notre outil, c'est d'évaluer cette qualité de données par rapport aux règles. Parce qu'en fait, tant que tu as pas cette évaluation, que tu n'as pas un jeu de données dans lequel tu t'es assuré toi-même que la qualité est bonne, ton IA te servira à rien. Ton IA te servira peut-être, mais tu risques, enfin, à toi de voir les risques que tu as envie de prendre. Vous, dans les assurances, vous n'êtes pas là pour prendre des risques, vous êtes là pour couvrir, vous avez des ratios, vous avez des choses, vous amusez avec de l'IA, why not, hein? Mais après, c'est au risque et péril des gens qui sont responsables et des administrateurs. Mmh. Non, là où l'IA, en fait, peut avoir un rôle intéressant en assurance, notamment sur la partie documentation et veille sur les aspects réglementaires par rapport à l'EIOPA, également la compréhension de certains contrôles taxonomiques. Donc c'est là où moi j'y vois un intérêt justement. C'est plus d'appuyer le métier en fait dans son travail d'analyse préalable qu'il a fait sur la donnée. On va pas s'en sortir, on va pas tout de suite envoyer son fichier Excel dans l'IA, déjà en termes de confidentialité de données, en termes de voilà tous les problèmes que ça peut poser. Mais bon, moi je le vois plus comme un appui en fait pour simplement rappeler sur certains aspects métiers, rappeler des contrôles de cohérence, euh, accélérer la veille sur différents sujets, permettre voilà, ouvrir un peu l'esprit sur certaines problématiques, et cetera. Moi, j'avais fait un live avec UB aussi, et UB Partners, comme ils ont beaucoup de data, qui portent sur les données XBRL, ils ont lancé là, un outil avec de l'IA. J'ai l'impression que ça ressemblait un peu comme à du Power BI ou de l'analyse, et c'était purement de l'analyse, réelle et vraiment déposée à la CPR. Donc là, c'était vraiment de la donnée pure et correcte, hein, et ils arrivaient à faire des choses assez sympas avec l'IA pour là-dedans plus analyser, faire quelques projections. Croisement de données, ouais. Et plutôt dans l'analyse, notamment pour tes rapports RSA et cetera, des ratios et cetera, tu pouvais avoir. Et par rapport à ça, tous les 2, vous qui avez quand même bossé aussi dans l'assurance, enfin pas toi, Jonathan, mais aussi dans la data, quand il y a des migrations de données, on parle quand même qualité des données, souvent c'est là où des fois tu peux avoir quelques loupés, ça peut arriver. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça ou des expériences, à partager? Il va falloir sortir l'huile de coude, hein. Et là, il y a pas d'IA qui va te sauver. Ah là là là, dans la migration de données, de toute façon, après c'est du cadrage, hein, et moi quand je les ai faits sur des EPM ou des ERP, bah, faut des équipes, c'est un projet. En fait, c'est déjà un mini projet en soi, hein, la migration de données. C'est un truc à pas sous-estimer parce que souvent on se dit: «Ah, je vais changer d'outil, ça va sauver ma vie». On va pas se mentir, c'est pas vrai. Le nouvel outil ne va pas arranger des problèmes que vous aviez avant, si vous les avez pas réglés en amont. Il y a pas de magie. Par contre, le truc, c'est que à minima, ça a aussi ce bénéfice, c'est de reprendre du recul justement sur ta donnée que tu avais rentrée, revoir tes référentiels, comme on disait au tout début, revoir exactement ton cadrage, voir si rentrer d'une cellule A à une cellule B, bah, tu arrives au même résultat, et des fois tu te rends compte de surprises. Et c'est pour ça que les reprises d'historique dans n'importe quel projet, bah, faut le traiter comme un projet à part, hein. Alors, je sais pas ce que tu en penses, hein, Pierre, hein, mais Bah, d'autres aspects que je voulais dire là-dessus, moi, ce que j'observe, ce qui est super important, c'est notamment de garder les contrôles, en fait, qui sont réalisés au moment des reprises de données. Parce que souvent, en tant qu'auditeur informatique, je suis amené à auditer des migrations de données, donc sur des outils de gestion, des outils comptables. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que souvent, les contrôles qui ont été faits au moment de la reprise de données, bah, sont pas conservés. Et c'est dommage parce qu'en fait, alors en plus, ce qu'on peut observer des fois, c'est on peut avoir en 2-3 ans le passage d'un outil de gestion à un autre outil de gestion à un autre outil de gestion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait un produit qui était bien géré dans le premier outil, qui a été moins bien géré dans le deuxième, qui dans le troisième, on n'a plus du tout de la donnée. En plus, ce qui se passe, c'est que souvent, on perd de l'historique de la donnée. Et c'est ça qui est super important. Notamment, je parle là où ben, c'est un point fondamental, notamment en assurance, c'est sur tous les aspects sinistralité. Combien de données on va conserver dans son outil. Et c'est là-dessus où je pense que faut faire très attention à ça, notamment. Et en plus, bah, du coup, évidemment, ça a un impact sur la qualité de données parce qu'il va falloir remettre à jour tous ces process derrière. Ça veut dire que les contrôles vont évoluer, il va falloir comprendre les contrôles embarqués dans l'outil, vérifier qu'on a bien les mêmes, et cetera, et cetera. Et et souvent, en fait, ce que j'observe, moi, dans le cadre d'une migration de données, bah, c'est qu'on se retrouve souvent dans un où on était censé améliorer justement son information, sa donnée, mais on se retrouve, en fait, avec une encore plus grosse boîte noire, en fait. Parce qu'il y Ouais. a des données, on ne sait pas comment elles ont été rentrées, on a du mal à comprendre, la transcodification de référentiel, comment elle a été réalisée, des choses comme ça.
Peut-être tu voulais réagir, Jonathan ou Antoine, vous vouliez réagir là-dessus? Non, non, c'est important et puis, bah, c'est la base, hein, de pas mal d'outils, c'est le data lineage, hein. C'est d'avoir, tu une source initiale, C'est ça. comment tu la transformes, comment elle va d'un point A à un point B et il faut ces étapes de transformation, il faut qu'on les comprenne. Sans ça, bah, étant d'ancien auditeur, tu vas pas valider quelque chose où tu te dis, le chiffre il est sorti, d'un point A à un point B et puis on sait pas comment il est arrivé là. Il y a personne qui va mettre son sign off dessus, hein. Il y a un moment, faut bosser là-dessus et notamment dans la reprise historique et comme tu disais, ce que je disais aussi, hein, sur mon constat initial, les transferts, que ce soit d'outil à outil, de personne à personne, dégradent la qualité. Si les contrôles ne sont pas maintenus, ne sont pas compris et aussi communiqués, hein, du coup, entre les équipes, bah, en fait, la qualité va finir par se dégrader et la qualité se dégrade de ça, on le sait tous. La connaissance métier au fur et à mesure des départs des équipes pose problème et c'est pour ça qu'il faut, bah, la stocker, la mettre dans un outil, par exemple et essayer d'en fait, d'avancer parce que si on standardise pas ça, le jour où, Jean-Michel il part à la retraite et qu'en fait c'est lui qui avait toute la base, actuaire et qui connaît toutes les statistiques et les machins, c'est foutu, en fait et en fait la problématique elle est là, c'est juste de l'orga. C'est de l'orga et puis mettre ça dans des outils pour et pas dans des fichiers Excel ou dans des Word que personne veut ouvrir, aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce soit un peu friendly aussi, il faut que les gens ils aient envie de le contrôler parce que si tu as pas envie de le contrôler et que c'est juste un contrôle pénible, bah, fais du offshore, hein, là-dessus et au moins tu auras au moins du bien-être de tes salariés, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, Pierre, quand tu disais tout à l'heure que plus tu changes d'outil et plus ta donnée elle se dégrade, moi, c'est vrai que je l'ai vécu dans certaines sociétés, surtout sur des produits d'assurance, tu sais, qui étaient assez vieux, entre guillemets, qui étaient plus forcément commercialisés, mais encore dans la base parce que tu avais encore un stock de cotisations, Ouais, bah, ouais. qui est encore sur le marché, quoi. Du coup, après, tu es contraint des fois à faire, à pas matcher, quoi. Du coup, c'est un peu difficile des fois où Tu as une détérioration en termes de gestion des risques, en ouais, termes c'est de ça. calcul, prudentiel, en termes de compréhension de ton risque et vu qu'un produit, ben, en assurance, c'est sur des risques longs, donc en effet, tu peux avoir cette détérioration. Et alors après, on va avoir une deuxième question signature du podcast, mais si vous avez un votre parcours professionnel, c'est sûr, je suis sûr que vous écoutez aussi de la musique. Quelle musique pourrait représenter au mieux votre parcours professionnel? Vous avez une petite idée là? Moi, j'ai une Vas-y, petite idée, ouais. vas-y Pierre. Moi, j'aurais dit, Don't Stop Me Now de Queen. Donc, OK. pour le côté énergique, le côté dynamique et je pense qu'il faut vous garder dans cette dynamique justement avec tous les aspects, ben, un monde qui évolue, des nouvelles technologies qui apparaissent, l'IA qui se met en place et du coup toute cette chanson là s'exprime, cette frénésie, cette course vers la vitesse et accessoirement, c'est une chanson qui me donne une méga pêche donc j'adore. Et toi, Jonathan? Qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai pas trop d'idées. Aïe, Heu, ça sèche. allez, je vais prendre aussi un bah, c'est dans mon état d'esprit entrepreneur, je vais prendre du Queen aussi, We Will Rock You. On va y arriver. En fait, nous, on prend un sujet qui existe pas. J'ai toujours en fait, moi, je me cache pas, hein, j'ai toujours eu ambition, essayer d'évoluer, pareil comme toi, hein, essayer d'avancer, dans le truc et là, je me dis que voilà, on essaye de créer un produit qui n'est pas un existant absolu. C'est-à-dire que j'ai pas 1 million de concurrents, donc c'est forcément plus compliqué. Mais par contre, j'en suis persuadé et je suis persuadé qu'on va y arriver. So we will Bon, c'est work. top. On va faire tout l'album de Queen là, toute la Tout à discographie fait. de Queen du coup. On a les mêmes goûts avec un Jonathan de basket, Ça pour le coup, Queen. ouais. Alors maintenant, c'est une petite question un peu business, mais bon, vous êtes, s'il y a des auditeurs qui vous écoutent, quel besoin actuel vous avez réellement dans vos business? Que vous êtes à la recherche, je sais pas, de personnes ou autres qui seraient intéressées, pourquoi pas vous aider? Bah, moi, s'il y en a qui ont envie de tester l'outil, faites-vous plaisir, venez, contactez-moi. L'idée là, pour l'instant, on en est au niveau faire des interfaces avec du contrôle de qualité entre les outils ERP, les outils conso ou EPM. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, nous on est ouverts. On a un client, mais il va falloir qu'on en ait plus, hein, parce que sinon ça va pas marcher, hein. Et toi, Pierre? Moi de mon côté, c'est sur les aspects, recrutement, ben, je cherche des profils de manière active, donc notamment des profils qui ont une expérience assurance, qui ont cet aspect très transversalité. Parce qu'en fait, c'est pas forcément évident de développer cette culture de la transversalité. Donc souvent, le profil, il a évolué en direction comptable, mais est-ce qu'il s'est intéressé à également comment les données actuarielles sont calculées en amont, comment ces données placement sont transmises lors des rapprochements qu'ils réalisent, voilà. Et donc moi, je cherche des profils un peu transverses, donc qui ont notamment une appétence direction financière. Donc ça va être pour travailler sur des projets de migration, des projets de transformation digitale en assurance. Et alors un mot de la fin. On est bientôt ouais, on va vous m'aviez dit en amont, on va pas tenir les 12:45, tu vois? On est 12:42. C'est pas mal. Mais pour conclure, du coup, si vous aviez un conseil ultime à partager sur la qualité des données, ça serait quoi? Jonathan? Ça serait arrêter de traiter le sujet à la fin.
Commencer au début. La problématique, elle est là et je comprends, c'est pas facile pour les gens. J'ai été dans votre cas, j'ai été responsable du contrôle de gestion. À ta clôture, tu as tes éléments à remonter, peut-être ton reporting SCPR où on te dit: «Ah tiens, il faut le faire demain». Et en fait, la problématique, c'est que tu es dans l'urgence quotidienne. C'est pas facile, je comprends et du coup, ce que tu vas faire, c'est à traiter ta donnée, cacher, mettre sous le tapis vite, vite, vite pour pouvoir remonter le truc et en fait que ce soit cohérent et pas te faire disputer par ta direction et que tout se passe bien. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, le petit conseil sur la qualité de données, en fait, c'est que votre qualité de données, elle se joue avant, en fait. Là, en fait, surtout, en plus, vous subissez et vous finissez sous pression. C'est vous que qui en pâtissez, en fait, en réalité. Alors que si vous mettez un petit peu le sujet devant le nez de tout le monde en disant: «On a des problèmes, on a besoin de refaire du process et on a besoin, peut-être de se faire accompagner par un Pierre», tu vois? Ou, il y a des cabinets qui peuvent aider. Allez-y, faites-vous accompagner parce que en faisant ça, vous sauvez la mise et vous sauvez la mise de vos équipes aussi. Et moi, ce que je dirais également, c'est de la sortir, en fait, d'une case à cocher réglementaire, en fait. Parce que souvent, ça va en fait, on a créé notre documentation pour répondre à la CPR, on a un bon document que personne n'ouvre ou qu'on évite de sortir. Mais en fait, il faut vraiment l'utiliser comme un vrai actif stratégique, en fait. Parce que comme on disait, ça a des impacts sur toute la structure assurance, par exemple. Voilà, la compréhension de son pricing, de ses comment on price ses différents produits d'assurance, également de sa compréhension de sa donnée client, enfin, et cetera. Donc la donnée, ça doit vraiment être un actif stratégique et ça doit pas rester un simple projet pour répondre à une case à cocher de la CPR. Franchement, merci beaucoup, à vous 2 pour l'échange. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Je pense qu'on a rendu, la donnée, un peu plus «sexy» entre guillemets. Ah, merci à toi. Merci Antoine. Merci à vous 2. Puis, bah, après n'hésitez pas à contacter, mes invités, hein, que ça soit pour du Avec recrutement plaisir ou même sur pour tester LinkedIn, l'outil. allez-y. Bye, Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup. Allez, à plus, bonne journée. bonne journée.